En ayant ouvert Pixpalace au collectif, en fait, on a ouvert aux photographes indépendants. Donc c'est là aussi une incroyable richesse supplémentaire pour les utilisateurs de Pix, pour les acheteurs de photos. Bienvenue sur le podcast des photographes professionnels qui veulent vivre de leur passion. Je suis Fred et dans cette émission, je partage avec vous des conseils et des stratégies pour vendre vos images, trouver plus de clients et vivre durablement de la photo. Connaissez-vous Pixpalace ? Il s'agit d'une plateforme photo et vidéo dédiée aux professionnels de l'image. C'est le service numéro 1 pour les agences et collectifs de photographes en France qui veulent diffuser leur contenu auprès des sociétés d'édition et des entreprises de presse. Quasiment toutes les rédactions francophones sont clientes de Pixpalace. Autant dire que c'est intéressant pour un photographe d'y voir son travail diffusé. Ce service est proposé par l'entreprise Pixways, basée à Paris, dont le président est Christophe Ralit et le directeur général Hervé Mariot, que nous retrouverons dans un prochain épisode sur Pixtrack, l'autre service de cette entreprise française. Dans cette première partie, nous partons à la rencontre de Sylvaine Lecoeur, directrice commerciale, afin qu'elle nous explique le fonctionnement de Pixpalace. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Sylvaine dans les locaux de Pixway à Paris, ici Pixways. Dans le Pixways. Il y a plusieurs ways. Yes, dans le 10e arrondissement, dans vos locaux. Et on va parler dans cet épisode-là, donc cet épisode est en deux parties. On va d'abord parler de votre premier outil qui est Pixpalace, qui sert à vendre des photos à différents types de clients. On va en parler dans cet épisode. Et après on parlera dans un autre épisode de Pixway, pas de Pixway, de Pixtrack, qui est notre composante de votre société. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu la société Pixways ? Oui, bien sûr. Bonjour. Je vais déjà me présenter. Donc, je suis Sylvaine Lecoeur, je suis directrice commerciale de Pixpalace depuis 9 ans maintenant. Pixpalace est une société qui a été fondée en 2004 par deux personnes, Jean Favreau et Hervé Mariot. Jean Favreau ne fait plus partie de la société, mais Hervé est toujours là. On est une société d'une petite dizaine de personnes et on a un service, le service historique qui reste toujours le plus important des trois services de Pixways, c'est Pixpalace. Et Pixpalace a été fondé par Jean et par Hervé pour répondre à l'époque à une problématique qui se faisait jour, puisque les recherches sur Internet se développaient, et pour éviter que les utilisateurs aillent successivement sur des sites d'agences, puisque chaque agence crée son propre site de recherche, eh bien il a eu l'idée de faire une interface qui agrège les fonds de toutes ces agences pour que les utilisateurs ne passent pas leur temps sur des sites d'agences successifs pour chercher les photos. Surtout qu'on sait qu'à ce petit jeu-là, en général, seuls les gros subsistent. Et qu'il y a beaucoup de sources d'images qui auraient disparu. Et d'ailleurs, dans les pays où ce type d'initiative n'a pas eu lieu, il y a d'autres portails. Il y en a un en Angleterre, par exemple, qui s'appelle IDS, un en Allemagne qui s'appelle PictureMax, mais dans les pays où ça n'a pas eu lieu, en tout cas, il y a beaucoup de sources d'images qui ont disparu. D'accord. C'est ce que je me demandais. Pixpalace, il n'y a que vous en France qui faites ça, de centraliser les agences et les demandes ? Il y a un autre portail qui est plus petit, dans lequel il y a mais de toute façon c'est un autre portail dans lequel il y a des agences Pixpalace. Il n'y a pas d'exclusivité entre les deux. Mais cet autre portail n'a pas du tout la même organisation. C'est plus une coopérative, alors que là on est sur une organisation plus pyramidale, je dirais. D'accord. Et en Europe, du coup, tu donnais l'exemple des Britanniques et des Allemands. Oui. Aux États-Unis, ça existe aussi ? Vous avez un homologue ? Nous, on a essayé de s'implanter aux États-Unis parce qu'en fait, quand Pixpalace a commencé, il y a eu d'abord beaucoup de réticences, à la fois de la part des agences qui ne voulaient pas être avec les autres, et puis à la fois de la part des iconographes qui pensaient que c'était un outil qui allait faire disparaître leur métier. Et donc il y a eu beaucoup de résistance, mais une fois que ça a marché très très fort. Et donc dans cette mouvance-là, dans ce mouvement-là,
la direction de Pixpalace a décidé de monter, de créer Pixpalace aux États-Unis. Donc il y a eu un bureau aux États-Unis, etc. Mais en fait, ça n'a pas marché. Ouais. Ça collait pas aux besoins du marché américain? En fait, le marché américain, il était déjà au-delà. C'est-à-dire qu'on était déjà sur des grosses structures qui proposaient des prix, des prix unifiés. Alors que Pixpalace, c'est un palace, quoi. C'est une agrégation de sources qui sont diverses, qui sont variées, qui sont riches. Donc sur le principe, ils trouvaient ça génial. Mais par contre, que chaque source ait sa propre grille tarifaire, ça, ils trouvaient ça trop contraignant. Ouais. Alors, on parle des tarifs, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça marche, très simplement, le système Pixpalace? Du côté de l'utilisateur. Des deux côtés. En gros, ouais. Qui fait quoi et comment ça fonctionne? Alors, donc une agence, si on prend du côté d'une agence, donc une agence qui arrive sur Pix, elle doit nous donner les informations aussi bien administratives et techniques dont on a besoin pour pouvoir intégrer les photos. Et ensuite, voilà, on crée, nous, ce qu'on appelle son bouton, puisque sur Pixpalace, chaque agence a son petit bouton. Donc elle est visible en tant que telle. Et puis voilà. Et donc après, les photos sont sur une base de données que vous gérez? On est sur voilà. Alors il y a un serveur central sur lequel nous on a les hautes définitions et la façon dont Pixpalace s'est créé au départ, puisque l'internet n'était pas aussi véloce que maintenant et que en plus c'est quand même un service qui a été créé d'abord pour la presse, donc avec une grande exigence de rapidité. Donc du coup, des serveurs ont été mis chez les clients. Et sur ces serveurs, donc chez les clients, il y a les bases def. Donc les clients, c'est pour le coup des rédactions de magazines. Et en fait, c'est un système qui perdure. Hein, c'est-à-dire que Jean avait l'habitude de dire que pour lui, quand il a fait ça, c'était plutôt une configuration, une architecture qui n'était pas amenée à durer. Mais en fait, ça dure. C'est-à-dire que tous les groupes de presse, les Prisma, Le Figaro, Le Monde, Mondadori, Bayard, Le Point, ont des serveurs en interne dans lesquels il y a les bases définitions. Voilà. Que les bases def? Que les bases def. Les hautes def, c'est nous qui les avons. D'accord. Donc le groupe comme Bayard... Qui sont en fait, qui sont envoyés à partir du moment où le téléchargement haute def est demandé par le client. D'accord. Donc en fait, votre client, c'est par exemple le groupe Bayard, qui possède plusieurs magazines. Chaque iconographe va pouvoir se connecter sur l'espace Pixpalace. Sur un espace dédié, c'est-à-dire que l'adresse de connexion de Bayard sera bayard.pixpalace. Voilà. C'est-à-dire que chaque groupe qui a un serveur a une adresse dédiée. D'accord. Et en fait, c'est quelque chose qui, même commercialement, fonctionne très bien. C'est-à-dire que les gens aiment bien avoir... quelque chose de personnalisé. Voilà, exactement. Mais ils ont quand même accès à la même base que tout le monde. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais du coup, en interne, c'est vrai que c'est un travail, puisque les serveurs doivent être toujours mis à jour. Enfin, on n'est pas juste sur un système centralisé, quoi. D'accord. Et alors du coup, le groupe de presse, l'iconographe, donc la personne qui va chercher les images, au passage dans le podcast, il y a déjà plusieurs interviews d'iconographes. On a eu Claudia Ezels de l'ANI. On a eu aussi Valérie Philippe, une indépendante basée à Lyon, qui est adorable, et qui nous parlait de ce métier de trouver des images. Donc vous leur mettez à disposition à Lyon. Lyon, oui, c'est ça. Oui. Pardon, j'ai mal exprimé. Je me suis mal articulé. Et du coup, ces personnes-là peuvent du coup trouver des photos en tapant des mots-clés ou en se baladant sur les boutons des agences. Alors en fait, on s'aperçoit que Pixpalace est utilisé d'une façon assez simple la plupart du temps. C'est-à-dire que donc en ce moment, il y a 93 agences sur Pixpalace. Alors juste déjà pour parler de l'offre Pixpalace. L'offre Pixpalace, c'est donc des grandes agences, des moyennes, des petites, des toutes petites, des collectifs de photographes, des agences de news qui sont donc des agences de flux, des agences d'illustration, des agences de stock. On a vraiment, c'est cette richesse qui fait que Pixpalace continue à être très intéressant pour les acheteurs de photos. Ça, j'y tiens beaucoup parce que enfin, moi qui viens vraiment du milieu de la photo, où j'ai été agent de photographe, je ne suis pas juste intéressée par le nombre de photos, par les flux des photos, mais aussi par
les photos en elles-mêmes. Et je trouve que cette offre Pixpalace est incroyablement riche et belle. Vous avez quasiment tout le monde en fait. Non, on n'a pas tout le monde, mais on a beaucoup. Ouais. On a beaucoup et on a aussi bien une petite agence qui est spécialisée dans les photos de phénomènes paranormaux que des grosses agences comme Abacus, SIPA. On a aussi des fonds muséaux, on a le fonds de la Bibliothèque nationale de France. J'essaye d'en avoir d'autres parce que c'est aussi très intéressant, les fonds muséaux. Vous avez regardé un petit peu sur le marché, combien de pourcentage vous aviez d'acteurs chez vous? Pas encore? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas combien on a d'acteurs. Alors, on a aussi, sur le marché, ce qu'il y a, c'est que sur le marché, il peut y avoir aussi des agences étrangères. Nous, on a surtout des agences sur Pixpalace étrangères qui ont des bureaux en France. Pour le moment, c'est surtout ça. Ouais. Et puis, on a évidemment beaucoup d'agences françaises, mais aussi des collectifs de photographes. Ça, c'est une réalité relativement récente. Et les collectifs sont importants sur Pix. Ouais. Oui, parce que du coup, vous offrez une possibilité aux photographes qui ne peuvent pas avoir accès, parce qu'un photographe seul ne peut pas avoir accès à Pixpalace. Non, un photographe seul ne peut pas être représenté en tant que photographe seul sur Pixpalace, donc il doit soit rejoindre une agence, soit rejoindre un collectif. Mais c'est vrai qu'en en ayant ouvert Pixpalace au collectif, en fait, on a ouvert aux photographes indépendants. Donc c'est là aussi une incroyable richesse supplémentaire pour les utilisateurs de Pix, pour les acheteurs de photos. Ouais. Donc voilà. Et du côté des utilisateurs, enfin pour une agence, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'intérêt d'être sur Pixpalace, c'est d'avoir accès à des acteurs qui sont des gros acteurs, donc les groupes de presse par exemple dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des petits acteurs, des petits titres, des tout petits titres quelquefois. Et c'est cette diversité de part et d'autre qui fait que cet écosystème Pixpalace est intéressant pour les uns et pour les autres. Ouais, parce que alors, les collectifs, les agences payent un abonnement à Pixpalace pour avoir accès à votre outil, à votre base de données et à vos clients. Et les clients, eux, payent aussi un abonnement chez vous. Absolument, c'est un système économique des deux côtés. Et des deux côtés, c'est par abonnement. C'est-à-dire qu'on ne se rémunère absolument pas sur le nombre de téléchargements qu'il peut y avoir sur une agence, par exemple. Plus il y en a et plus on est content, parce que ça veut dire que sa présence sur Pix se justifie. Mais en tout cas, ça n'intervient pas dans la façon dont, enfin, dans notre grille tarifaire. C'est par nombre de photos. D'accord. Voilà. Nombre de photos d'un côté, et de l'autre côté, ça dépend si ce sont des accès serveurs ou pas, évidemment, parce que les petits titres, ils n'ont pas des serveurs, eux, ils ont juste un accès sur le web. Et ça dépend là aussi du nombre d'iconos, de périodicité du titre, voilà, un petit titre, je le disais tout à l'heure, les petits titres c'est aussi important parce que généralement les agences n'ont pas les commerciaux ou les collectifs de photographes n'ont pas les commerciaux pour aller les voir, pour aller les chercher. Donc les petits titres c'est aussi important. Ils ont un petit abonnement. Ouais. Et vous l'offrez aussi, enfin vous l'ouvrez aussi aux iconos indépendants? Oui, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de Claudia qui a été pendant plusieurs années présidente de l'ANI. On est très proche de l'ANI, c'est-à-dire qu'au début, comme je le disais, c'était pas gagné. Les iconographes ont vu arriver Pixpalace d'un très mauvais œil. On peut aussi les comprendre. Et en fait, elles ont compris que Pixpalace était plutôt un allié. C'est-à-dire que Pixpalace, comment dire, leur expertise, hein, elle est toujours là. Leur expertise de trouver la bonne image, hein, elle est toujours là. Et en plus, dans un monde d'agences où avant les agences, elles avaient des spécificités qui étaient plus définies, plus carrées. Maintenant, il y en a plein qui font d'autres choses que ce pourquoi elles sont connues, par exemple. C'est beaucoup plus mouvant, c'est beaucoup plus compliqué à suivre. Et puis dans les titres, il y a de moins en moins de monde pour chercher les photos. Donc s'il fallait aller sur tous les sites d'agence, comme je le disais au départ de notre conversation, il y a beaucoup d'agences qui n'existeraient plus.
Et le travail serait beaucoup plus compliqué pour les iconos. Donc c'est un outil, c'est vraiment un outil au service de tous ceux qui cherchent des photos, les iconographes indépendantes y compris. Donc on a des partenariats avec les iconographes pour qu'elles puissent avoir accès à Pixpalace. Ouais. Oui, vous n'êtes pas non plus le Uber de l'iconographie. Non, nous ne sommes pas l'Uber de l'iconographie. Alors, on a bien compris le fonctionnement, mais ça veut dire que si c'est par abonnement, vous ne touchez pas de commission sur les ventes, ça veut dire que quand le client trouve ce qu'il veut, donc l'icono trouve la photo qu'il lui faut pour une parution dans Le Monde ou dans Le Figaro, il télécharge la photo, le photographe est au courant de ce téléchargement-là parce que tout est automatisé, et ensuite l'iconographe est censé contacter le photographe pour acheter la photo, c'est ça? Ça dépend, c'est-à-dire que si c'est un titre qui a des accords avec Le Figaro ou avec Le Monde, l'iconographe se pose même pas la question du prix de la photo. C'est-à-dire que s'il y a des forfaits, il y a souvent dans les titres, il y a des accords. Hein. Oui. Donc ces accords des tarifaires, tu veux dire? Oui, ou des accords tarifaires. Donc du coup, que l'iconographe cherche sur le site de l'agence ou qu'elle télécharge la photo via Pix, les accords perdurent. Oui. Non, mais ce que je veux dire, comment ça se passe par rapport au photographe, qui lui, par rapport à ses photos? Si le photographe est en agence, hein, c'est l'agence qui fait son travail. D'accord. Mais si c'est un collectif, par exemple, où c'est pas des commerciaux, c'est vraiment que des photographes entre eux, oui. Tu vois, comme chez Antsoukas, Divergence. Ils ont accès aux statistiques de téléchargement. Ouais. Parce que les agences ont une interface Pixpalace qu'on appelle Pixadmin avec les téléchargements en temps réel. D'accord. Donc, mais c'est quand même à l'iconographe de contacter l'agence pour leur dire. Alors, si par exemple une iconographe télécharge une photo d'une agence avec laquelle elle n'a jamais travaillé, avec laquelle il n'y a pas eu de lien, pas d'accord, effectivement, elle contactera Alors, sur l'interface, il y a un onglet « Contact agence » où là, il y a tous les contacts de toutes les agences. Donc, elle contactera l'agence, le nom qui est indiqué, et ils se mettront d'accord. Mais ça, les iconographes ont l'habitude. C'est-à-dire que moi, quand je donne des accès à des prospects, qui peuvent ou pas devenir des clients, je fais des formations. Donc, les gens savent parfaitement comment l'interface fonctionne. C'est la même chose du côté de Pixadmin. Les agences ont des formations à l'interface pour savoir... Voilà, comment avoir accès aux statistiques, aux recherches des utilisateurs, comment répondre à des requêtes, comment effacer des photos directement via l'interface, comment les envoyer vers Pixpalace 2, etc. etc. D'accord. Et donc si par exemple le client oublie de contacter la personne, le photographe peut lui contacter directement le... Oui. Ouais. Moi ça m'est arrivé par exemple d'avoir certains médias qui téléchargent des photos et qui oublient de rentrer en contact après derrière. On retrouve les photos sur Pixtrack et la personne dit oui c'était un oubli ou... Oui, ça peut arriver, bien sûr. Ok, c'est super intéressant comme système parce que ça permet du coup pour le photographe de toucher 100% de la vente. Mais par contre, peut-être le point négatif... 100% de la vente, là tu parles d'un collectif? Oui. Alors attention, parce que sur Pixpalace, ce sont surtout des agences. Hein. Ouais. Donc là, on parle d'un lien, enfin d'un dialogue entre un acheteur de photos et une agence photo, pas le photographe qui a fait la photo. C'est vrai seulement en cas de collectif. D'accord, ouais. Voilà. La majorité des clients, chez vous, c'est quand même des agences, c'est pas bien des collectifs. Sûr, oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, les collectifs sont quand même des réalités assez récentes. Hein. Donc, alors on a des collectifs un peu historiques, hein, comme Myope, Tendance Floue, Riva, qui sont là depuis longtemps. Mais après, il y a Divergence, Antsoukas et d'autres. Mais Item, hein, qui est à Lyon. Mais on est... Enfin voilà, la grosse majorité des sources d'images sur Pix, ce sont des agences. Ah ouais. C'est quoi? C'est 10% à peu près les collectifs? Oui, à peu près. À peu près. Ok. Très bien. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai rapidement évoqué Pixpalace 2. Ouais. Il faut savoir donc on a maintenant deux interfaces. Enfin, la première, c'est Pixpalace, sur laquelle il y a à peu près 10 millions de photos. Mais on a une deuxième source d'images sur Pixpalace, qui est une extension de la première et qui s'appelle Pixpalace 2, où là, il y a plus de 40 millions de photos.
En fait, rapidement, pendant des années et des années, il n'y a eu que Pixpalace. On disait tout à l'heure que les agences paient un abonnement pour être sur Pixpalace. Donc les petites, elles mettent toutes leurs photos, les moyennes aussi, mais les grosses, elles font une sélection. Elles ne mettent pas l'ensemble de leur collection. Donc elles font une sélection de ce qu'elles imaginent être le plus pertinent, le plus important. Donc elles le mettent sur Pixpalace. Alors on avait des retours d'utilisateurs, quelquefois, qui nous disaient des fois je retourne sur les sites d'agence parce que je ne suis pas complètement sûre d'avoir tout vu. Et puis on sentait aussi que les agences avaient envie de donner à voir plus d'images sur Pixpalace, qui est quand même une interface qui s'est beaucoup généralisée, pas seulement sur la presse mais aussi sur l'édition. Ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que Pixpalace est devenu très fort sur l'édition. On a, je dirais pas toute l'édition française, mais une grosse partie de l'édition française sur Pixpalace. Et en termes de volume, tu sais ce que ça représente par rapport à la presse peut-être? En termes de téléchargement? C'est de plus en plus. Ouais. C'est de plus en plus parce qu'en particulier, il y a un groupe qui vient d'arriver, en fait, qui est arrivé en fin d'année dernière, qui a un serveur d'ailleurs, qui s'appelle, parce que les serveurs, c'est pas seulement pour les groupes de presse, qui s'appelle le groupe Madrigal. Et les Madrigal, c'est Gallimard, c'est Casterman, c'est Gélus, c'est Flammarion, enfin c'est énorme. D'accord, voilà. Ah oui. Super. Donc c'est vraiment les téléchargements édition, c'est vraiment en constante augmentation. Donc pour revenir à Pixpalace 2, on a donné aux agences la possibilité de mettre gratuitement plus d'images sur Pixpalace, mais c'est pas mélangé. Voilà, c'est-à-dire que Pixpalace, c'est le cœur du réacteur, c'est ce pourquoi elle paie. Et Pixpalace 2, c'est un deuxième niveau de recherche pour l'utilisateur. Il n'y a accès que par Pixpalace, c'est-à-dire que quand il fait une recherche, il a le résultat sur Pixpalace, le nombre de photos trouvées sur Pixpalace et le nombre de photos trouvées sur Pixpalace 2. Là, il est sur l'interface Pixpalace. Quand il regarde les photos Pixpalace, il trouve que, je sais pas, il a un goût de trop peu, il aimerait en voir encore plus. Il clique sur le petit résultat Pixpalace 2. Là, il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Il est sur Pixpalace 2. Et là, il a plus de résultats. Voilà. Alors, s'il a trouvé son bonheur sur Pixpalace, il n'ira pas sur Pixpalace 2. S'il n'a pas trouvé son bonheur sur Pixpalace, il est très content d'avoir accès à Pixpalace 2, qui est donc une forme de joker, en fait. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, sur Pixpalace 2, il ne peut pas télécharger les photos, alors qu'il peut le faire sur Pixpalace. D'accord. On gère 40 millions de photos supplémentaires gratuitement. Pour l'instant, on ne gère pas les téléchargements. Ça peut changer, mais pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Alors, comment fait-il? Mais tout ça, on l'explique aussi dans les formations. C'est qu'il fait une visionneuse, en fait, avec toutes les images qui l'intéressent sur Pixpalace 2, et toute agence confondue. Et ensuite, au-dessus de sa visionneuse, il y a deux petites enveloppes, deux petites icônes enveloppes, une BD, une HD. S'il veut, par exemple, ces photos, celles qui sont dans la visionneuse, en HD, il clique simplement sur la petite icône enveloppe HD et c'est un mail qui sera automatiquement envoyé à toutes les agences concernées et c'est le système qui fait le dispatching, c'est-à-dire que chaque agence aura un mail uniquement avec ses photos, la demande de ses photos, et ensuite comme chaque login d'utilisateur est lié à son adresse mail, eh bien il recevra ses photos par mail. Ça marche très bien. C'est vraiment une chef photo me disait un jour, pour moi Pixpalace 2 c'est durable. C'est ça, voilà. On peut pas le mettre en headline sur Pixpalace 2, mais je peux vous le dire, voilà, c'est ça. On va dire que c'est un joker et un joker très intéressant quand on n'a pas trouvé son bonheur sur Pixpalace. Voilà. D'accord. Alors justement, trouver son bonheur, ça commence par trouver des bons mots-clés, enfin taper des mots-clés aussi. Donc pour le photographe il y a tout un processus, le photographe doit mettre les bons mots-clés dans ses photos pour qu'ensuite ça soit retrouvé par les clients. C'est vrai sur Pixpalace et c'est vrai pour n'importe quelle interface. S'il n'y a pas de mots-clés, voilà, ça va être difficile. Ouais. Alors quand une agence arrive sur Pixpalace, j'en parlais tout à l'heure, il y a un doc d'intégration, et puis il y a aussi l'agence ou le photographe doit envoyer, ou le collectif doit envoyer quelques fichiers JPEG pour qu'on puisse les analyser et voir si tout justement, si les images remonteront correctement.
Et il y a des champs qui sont des champs assez minimes, mais qui sont des champs obligatoires. C'est-à-dire que si les IPTC, aucun champ n'est rempli, la photo de toute façon sera retoquée. Elle ne sera pas acceptée par le système. Et heureusement, puisqu'elle n'aura aucune chance de toute façon de remonter dans les recherches. Donc il y a un minimum de métadonnées. Par exemple, c'est soit le champ titre, soit le champ légende, soit le champ mot-clé doit être renseigné. Un des trois. Un des trois, titre ou légende ou mot-clé. Au minima. Hein. Oui. Et photographe ou agence ou source. Oui, normal. Voilà, normal. Et si par exemple il y a les trois qui sont remplis, c'est très bien. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne par rapport à qui est le principal sur les trois? Non, c'est quand un utilisateur fait une recherche simple sur le champ recherche, on cherche partout. Donc c'est-à-dire que ça va scanner la photo, ça va scanner les IPTC, et si on trouve les mots-clés qui reviennent dans les trois champs, mots-clés, description, titre, ça remonte. Mais c'est pas parce qu'on le met 3 fois le truc que ça remontera plus. Non. En fait, par défaut, quand on donne des accès à un utilisateur, par défaut, l'interface et la réception des photos est par date de mise en ligne. Après, l'utilisateur peut modifier ça. C'est-à-dire, il peut mettre par date de photo s'il préfère. Les quotidiens, par exemple, préfèrent par date de photo. Mais autrement, c'est par date de mise en ligne. C'est-à-dire que c'est vraiment quand les photos sont poussées par les agences, quand elles arrivent sur l'interface. Alors, ça peut être les plus récentes, mais pas forcément. Une agence qui arrive sur Pixpalace, elle commence à pousser ses photos. Si c'est une agence d'illustration, par exemple, c'est pas forcément les plus récentes. Une agence de stock qui vient d'entrer un nouveau fonds, elle les met sur Pixpalace, c'est pas forcément les plus récentes. Et comment elle peut faire l'agence pour faire remonter dans le moteur de recherche? Est-ce qu'elle peut supprimer des photos pour les re-uploader, pour tricher? Alors ça on fait plus. Elle le faisait, mais elle le faisait trop. Ouais. Donc on a par contre on a répondu à cette demande. On a normé et puis en même temps on a répondu à la demande, c'est-à-dire que et c'est quelque chose aussi qu'on apprend aux agences quand les agences arrivent sur Pix, c'est qu'il y a un système maintenant, il y a une fonction qui s'appelle Top et qui permet de faire remonter des images. Donc c'est tout simple, l'agence met les photos concernées dans la visionneuse et il y a une petite fonction au-dessus de la visionneuse qui s'appelle Top et en fait ça fait remonter les photos. Ça fait simplement remonter les photos en changeant leur date de mise en ligne. Ah oui. Tout simplement. Et ça, il n'y a pas d'abus? Ben non, parce que c'est normé, c'est-à-dire que c'est 5% du fonds par mois. D'accord. Ah, donc, elle peut essayer de continuer, mais ça ne fonctionnera pas. Et sur l'interface, elle peut voir où en sont ses tops. C'est-à-dire qu'elle voit combien de tops elle a fait, de combien de photos et combien il lui en reste sur le mois. Et c'est réinitialisé au début de chaque mois. Et ça fonctionne très bien. On le voit quand il y a une actualité. S'il y a par exemple un comédien qui décède, on voit tout de suite que ou un homme politique, je sais pas, enfin une personnalité publique, on voit tout de suite que les fonctions top. Oui, la mort ça fait vendre. Non, mais pas que. Pas que. Oui. Et je parle de cette fonction par rapport à la visionneuse, mais il y en a d'autres. Par rapport à la visionneuse, on peut aussi effacer ses photos, on peut les basculer sur PP2 aussi, on peut les réindexer. Enfin vraiment, Pixadmin est un outil qui permet à l'agence ou au photographe, si collectif, de gérer ses photos. On peut modifier les IPTC après coup aussi? Oui. Rajouter des mots-clés, changer les titres, changer les légendes? Oui. Ou si on voit par exemple que les photos sont arrivées avec une faute d'orthographe sur le nom de la personne qui est sur... c'est bien de pouvoir changer via Pix. Alors en général, les agences préfèrent changer sur leur propre système et renvoyer les photos via Pix. Ouais. Il faut savoir que quand les photos sont renvoyées, si elle a le même nom de fichier, elle sera écrasée la précédente et elle ira à la place où elle était. D'accord. Elle ne sera pas remise en premier. D'accord. Et on ne peut pas les supprimer directement par contre? Il faut vous contacter pour supprimer les photos qu'on veut supprimer ou pas? Mais non, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que si tu veux supprimer des photos, tu les mets dans la visionneuse. Oui, d'accord, ok. Mais si par contre tu modifies par exemple la légende, et simplement tu la renvoies et ça écrasera l'autre. D'accord, ok. Et il faut savoir qu'il y a quand même des collectifs qui n'ont
pas de site de vente de photos, qui ont juste un site vitrine. Donc c'est important pour elles de pouvoir modifier les métadonnées directement sur Pix, puisque de toute façon Pix est leur seule base de... D'accord. Et envoyer des photos comme ça, on passe par quoi? Par quel outil? Un FTP. Quand une agence arrive sur Pix, à partir du moment où le bouton est créé et que tout le travail d'intégration est fait, elle reçoit un FTP pour Pix Palace et pour Pix Palace 2. D'accord, ok. Pour terminer, est-ce que tu remarques certaines choses qui peuvent être des conseils que tu peux donner aux photographes qui font leurs IPTC ou les agences qui uploadent les images sur des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques? Les bonnes pratiques, c'est vraiment... alors, on voit sur Pix Palace des champs IPTC qui sont remplis de façon extrêmement diverse. Il peut y avoir du très très sobre, comme des choses vraiment trop... Il y a quelquefois des champs IPTC qui sont remplis avec des mots qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a sur la photo. Bah ouais, c'est trop quoi. Ouais. C'est trop. Et c'est très embêtant pour l'utilisateur, parce que du coup, il cherche... les photos qui remontent n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'il cherche. Oui, donc c'est vraiment une pratique du juste milieu, où il faut mettre ce qu'il y a sur l'image. Hein. Et puis quand c'est des photos qui sont plus des photos un peu conceptuelles, qui peuvent exprimer des sentiments, ou alors là, il faut le mettre, quoi. Quelqu'un de triste sur la photo, il faut mettre tristesse. Ouais, il faut être pertinent, quoi. Voilà. Ok, et sur l'editing, tu vois aussi peut-être des choses qui vont pas? Il faut éviter aussi, c'est pareil, des editings trop verbeux. Avoir 50 photos de la même prise de vue, c'est très contre-productif, quoi. Ouais. Ça agace l'utilisateur, on peut le comprendre. Ouais, ça donne une mauvaise image aussi du photographe. Oui, qui est incapable de faire un editing. C'est aussi pour ça qu'il y a Pix Palace. Pix Palace, c'est quand même... Il y a Pix Palace et Pix Palace 2. Pix Palace, c'est quand même... C'est fait pour être une interface premium. Donc il faut faire attention à ça, parce que c'est... Alors quelquefois les agences, mais surtout les photographes, disent oui, mais on ne sait jamais ce que veut l'utilisateur, donc je les mets toutes. Mais non, un photographe et une agence doivent aussi faire des editings. Ça fait partie du boulot. Ouais. Ok. Je te remercie pour tout ça, pour toutes ces infos. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est qu'on gère aussi la vidéo, c'est-à-dire que Pix Palace, c'est de la photo, mais c'est aussi de la vidéo. Alors le marché est assez balbutiant pour l'instant, mais en tout cas, voilà, je voulais pouvoir le mettre en avant. Et ça marche sur le même système, c'est-à-dire avec un système de mots-clés, les gens cherchent des rushs vidéo? Oui. Ouais. Et il n'y a que des images sur Pix, et puis ensuite ça envoie sur le système de l'agence. D'accord. Ok, voilà. Super. De toute façon, on reparlera, je pense, de tout ça, puisque je travaille sur un projet en ce moment de collectif qui sera chez Pix Palace, dans la longue liste de tous ces agences et collectifs, dans cette belle liste. Et donc on aura de nouveaux contenus qui arriveront bientôt sur le podcast à propos de ça, et je pense qu'on reparlera ensemble de tout ça. Merci pour ton accueil ici. Mais écoute, c'était un plaisir. Si tu as oublié de poser des questions, je suis à côté, donc tu peux... Ça marche. On pourra y revenir. Là, juste Pixways. On parlait de Pixways avec un S, parce qu'il y a donc Pix Palace, et puis il y a deux autres services, c'est Pixtrack et Pixday. Puis, alors Pixtrack, je vais laisser Hervé qui en a eu l'idée et qui le développe. Hervé Mario, donc un des deux fondateurs de Pix Palace, de Pixways, j'en parlais tout à l'heure. C'est lui qui va vous en parler. Par contre, juste une petite information sur Pixday. Donc Pixday, c'est une journée de rencontre qu'on organise entre les acheteurs de photos et les vendeurs de photos. Ça fait, là, cette année, ça sera la 11e édition. Donc c'est quelque chose qui a été en fait initié assez rapidement après la formation de Pixways. En fait, c'était l'idée que puisque maintenant tout se fait sur Internet,
le métier a besoin d'une journée où les gens se voient. Où les gens peuvent rencontrer des sources d'images, les acheteurs de photos peuvent rencontrer des sources d'images avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler, peuvent aussi refaire des accords. Les agences peuvent comme ça montrer même à leurs clients habituels des nouvelles collections. Souvent les agences viennent à Pixday quand elles ont des nouveautés. C'est vraiment, on fait ça à prix coûtant, ça nous a, et encore on n'a jamais compté notre temps. Donc en fait, ça nous coûte de l'argent. Ouais. Mais on l'a toujours fait parce qu'on pensait que c'était important d'utiliser cette situation dans laquelle nous sommes, qui est un peu intermédiaire au milieu entre les agences et les acheteurs de photos, pour créer cet événement. Cette année, si j'en parle aussi, c'est que d'abord ça fait partie de Pixways, puisque c'est une présentation de Pixways aujourd'hui, mais aussi parce que cette année, on aura un Pixday spécial, c'est-à-dire que Pixday se conjugue, s'allie avec le CEPIC. Le CEPIC, c'est une organisation internationale basée à Berlin, qui est une forme de lobbying, qui fait beaucoup de lobbying pour les agences photo, en tout cas qui fait valoir leurs droits. Et le CEPIC a un congrès tous les ans qui s'appelle le CEPIC Congress, où là c'est une espèce de forum international de toutes les agences photo. C'est juste les agences photo entre elles qui viennent d'un peu partout et qui refont leurs deals, qui changent qui peuvent changer comme ça d'agent dans tel ou tel pays. Et il y a aussi beaucoup de solutions techniques qui viennent. Donc c'est aussi une espèce de hub comme ça où on est au courant des dernières nouveautés et tout ça. Donc cette année, le CEPIC vient à Paris parce que le CEPIC Congrès, il est dans différentes villes du monde, plutôt d'Europe d'ailleurs, tous les ans. Cette année, il vient à Paris. Donc on fait en fait un événement global, CEPIC Pixday. C'est quand ça ? Alors, Pixday, c'est toujours qu'une journée, hein. C'est le 5 juin, le mercredi 5 juin. Et le CEPIC, c'est sur 3 jours. Donc en fait, le CEPIC, il sera sur le 5, le 6 et le 7 juin. Voilà. Alors, le CEPIC, c'est juste pour les agences de photos entre elles, alors que Pixday, donc le premier jour, c'est une rencontre entre les agences photos et les acheteurs de photos. Donc l'entrée est gratuite pour tous les acheteurs de photos, qu'ils viennent de la presse, de l'édition, de la communication, du corporate, etc. Il y aura des conférences tout au long des 3 jours. Il y aura 2 belles conférences sur le premier jour, sur le jour Pixday. Donc voilà, c'était quelque chose dont je voulais aussi vous faire part parce que ça fait partie de ce que nous faisons et ça fait partie, je peux dire en ce moment, de notre réalité quotidienne. On est en pleine organisation. Oui, ça va être un gros boulot. Ouais. Gros boulot, intéressant aussi. D'accord, super. Voilà. Et je te remercie pour tout ça. C'est moi qui te remercie, Fred. Cet épisode est désormais terminé. Si vous a plu, comme d'habitude, pensez à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. J'en profite pour vous dire que si vous êtes photographe indépendant et que vous souhaitez diffuser vos images via Pixpalace, envoyez-moi un mail pour qu'on en discute, parce que je travaille sur un projet qui va arriver très bientôt et qui va sûrement vous intéresser. À très vite, ciao.